Inhumation des 2 victimes des dernières manifestations de l'opposition républicaine. Cela est devenu un rituel après la grande prière du vendredi. Le chef de file de l'opposition et ses compères ont accompagné Sello, 30 ans, et Mamadou Samba Diallo, 18 ans, dans leur dernière demeure. Abdourahmane Ba, Aboubakar Din Kamara. Une centaine de personnes pour accompagner les 2 victimes des dernières manifestations de l'opposition républicaine. 98 âmes sacrifiées. Sello Dalein est persuadé d'une chose: justice ne sera pas encore rendue. On est convaincu que ces 2 jeunes qu'on va enterrer tout à l'heure n'auront pas droit à la justice. C'est vraiment triste pour notre pays. Le gouvernement, dont c'est la responsabilité de mener des enquêtes en cas de bavure, encore que ici ce n'est pas de bavure, nous sommes bientôt à 100 jeunes. Mamadou Samba Diallo a reçu une balle à l'abdomen et Mamadou Sello à la tête. Le premier était plombier et le second, conducteur de taxi-moto. Pour le chef de file de l'opposition, ces meurtres sont ciblés. Pour eux, c'était une technique d'intimidation. En tuant. Ils ont souvent, sinon toujours, suscité, encouragé ces meurtres. Parce que sinon, pourquoi pas le lendemain mettre en place une commission d'enquête? Malgré ces séries de meurtres qu'il qualifie de méthode de dissuasion, le président de l'UFDG réitère son engagement à lutter contre la corruption et la malgouvernance. Le combat, nous le mènerons. C'est un combat républicain pour la protection des droits humains, pour l'instauration d'une démocratie vraie, d'une réconciliation réelle, d'un état de droit. Et ce combat-là, nous allons le continuer encore avec beaucoup de plus de fermeté et de vigueur. Après la prière funèbre, les membres de l'opposition républicaine ont accompagné les 2 corps au cimetière de Bambeto, où ils reposent désormais. Sport éliminatoire CAN 2019. La Guinée reçoit la Côte d'Ivoire dans 2 semaines au compte de la 5e journée des éliminatoires. En prélude à cet événement, les cadres de la Fédération guinéenne de football et ceux du ministère des Sports ont tenu une réunion au siège du département ce vendredi. La sécurisation du match était au centre des discussions de cette 2e réunion préparatoire. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahim Awal Kamara. La Guinée prend au sérieux la réception de la Côte d'Ivoire. Conscient de l'engouement qui anime les matchs du Sili à Conakry, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football évoque les mesures prises pour la vente des billets. La Fédération guinéenne de football, après avoir tiré les leçons des matchs passés, a décidé de se désengager par rapport à la vente des billets. En se désengageant donc, la Fédération a attribué cette fonction, difficile fonction d'ailleurs, à une agence spécialisée en la matière. Agence qu'on appelle Provocation. Ça veut dire quoi? Une agence chargée de la promotion, du voyage et de la communication. Quand nous on aura déterminé le nombre de billets à vendre, donc l'émission sera faite et ils auront la charge de vendre les billets. La sécurité de l'événement est aussi prioritaire. C'est une équipe mixte composée de la police et de la gendarmerie qui sera déployée au stade ce jour. Il a été question de mettre en place un dispositif conséquent. Conséquent parce que l'enjeu du match est de taille. La police et la gendarmerie ont été invités à travailler ensemble pour faire ce dispositif. En la matière d'ailleurs, je dois rencontrer ces 2 services en tant que secrétaire général pour qu'on échange sur la façon dont la mission sera menée, pour qu'il n'y ait pas de fausses notes, pour éviter les piétinements quelquefois qui adviennent entre les services. Leader du groupe H avec 10 points, le Sili reçoit les éléphants de la Côte d'Ivoire, 2e avec 7 points, le 18 novembre à Conakry. Un seul point suffit aux hommes de Paul Put pour assurer leur qualification à la CAN Cameroun 2019.
À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. 7 ans après la Révolution, une génération de cinéastes et producteurs met à l'écran avec succès remous sociaux, questions politiques et conflits de l'intime, longtemps bannis, nourrissant un renouveau du cinéma tunisien en dépit du manque cruel de salles. Reportage. Action! 7 ans après la Révolution, le 7e art tunisien voit émerger une nouvelle génération de réalisateurs. Ces jeunes cinéastes affranchis de la dictature mettent à l'écran les problèmes de la société tunisienne. Mehdi Barsaoui réalise son premier film dans des studios à Tunis et dans le sud du pays. La renaissance est due à la proximité qu'ont maintenant les auteurs avec leurs œuvres, qui font qu'ils ne sont plus obligés de contourner des choses, on n'est plus obligé d'être dans des non-dits ou dans des métaphores, on est dans un discours direct qui des fois peut plaire, comme des fois peut ne pas plaire, mais on est dans une certaine forme d'authenticité. Une authenticité reconnue et récompensée à l'international, notamment à Cannes et à Berlin. La Tunisie ne produisait qu'1 ou 2 films par an dans les années 2000. Aujourd'hui, la production est passée à une dizaine de longs métrages chaque année. Mais le pays manque cruellement de lieux de projection, ne comptant qu'une quinzaine de salles. Il n'y a pas assez de salles, donc il n'y a pas assez de distributeurs. Il n'y a pas assez de distributeurs parce qu'il n'y a pas assez de salles. Donc dès que ce problème-là sera réglé, je pense que ça va se répercuter sur tout le secteur automatiquement. Les professionnels souhaitent des changements de fond pour moderniser le secteur, que ce soit sur le financement des films ou leur législation. J'espère qu'on arrivera rapidement à moderniser les lois, ou du moins à les mettre à jour, pour que cet essor que connaît la production soit suivi aussi par des lois qui sont en adéquation. Parce que la plupart des lois qui régissent maintenant le cinéma tunisien sont vraiment obsolètes par rapport à la réalité, par rapport au marché. Le secteur cherche à pérenniser ce nouvel élan sur un marché où tout est à construire. D'anciennes salles sont en cours de rénovation, tandis qu'un premier multiplex de 8 salles va prochainement ouvrir ses portes à Tunis. Ayamine, le seul service ambulancier gratuit de la Somalie, est aujourd'hui à court de financement et risque de devoir s'arrêter, prêt à secourir tout le monde, qu'il soit victime des violences armées, d'un accident de voiture ou d'une complication lors d'un accouchement. L'arrêt de ce service serait une catastrophe pour le pays. Suivez. 14 octobre 2017, l'attentat le plus meurtrier qu'ait jamais connu la Somalie vient de faire plus de 512 morts. Les premiers sur les lieux sont comme d'habitude les membres d'Amin, le seul service ambulancier gratuit du pays, mais aujourd'hui son existence est menacée. Il est vrai que notre service d'ambulance gratuite risque de s'arrêter en raison de contraintes financières. C'est sur ce service que les gens comptent directement ou indirectement quand il y a une attaque. Nous accourons sur place pour sauver les blessés. Dentiste de formation, Abdul Kadir a créé ce service il y a plus de 10 ans pour pallier l'absence d'ambulance gratuite dans la capitale somalienne Mogadiscio. Il investit alors $4200, ses propres deniers, pour transformer un vieux minibus en ambulance. Aujourd'hui, Amin dispose de 16 véhicules et emploie 36 médecins. Mais faute de financement, le service est à bout de souffle. Le nombre de bénéficiaires de ce service a fortement augmenté et par conséquent, les coûts aussi. Nous ne générons aucun revenu avec ce service. Et ce fonctionnement ne peut pas durer. La survie de ce service dépend de l'aide de la population, du gouvernement et des donateurs. Les financements viennent de la diaspora somalienne, d'hommes d'affaires ou encore d'étudiants en médecine. Faisal a survécu à un attentat à Mogadiscio. Sans Amin Ambulance, il ne serait peut-être plus là pour le raconter. Si Amin ferme, beaucoup de Somaliens vont mourir. Amin Ambulance fait tellement plus pour sauver des vies. Et c'est un service disponible partout en ville, peu importe où l'incident a lieu. Seuls les Somaliens aisés peuvent s'offrir l'un des nombreux services d'ambulance payante dans la ville. Mais pour les moins chanceux, Amin est la seule option qui vient combler le vide laissé par un État quasi inexistant pour le moment.
En bref et en image, c'était l'une de ses promesses de campagne et il entend la tenir. Jair Bolsonaro, le président élu du Brésil, confirme qu'il allait transférer l'ambassade du Brésil en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Une mesure hautement polémique déjà mise en œuvre en mai par son homologue américain Donald Trump. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu salue cette annonce du président brésilien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Je vous retrouve demain pour d'autres infos. Bonsoir sur vous.